מישהו שלח לי מתנות קטנות, כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיש, מה עוד אפשר כבר לבקש, מתנות קטנות. Il est 8h48 sur Studio Kalita, c'est l'heure, nous sommes vendredi et c'est l'heure donc comme le veut la tradition que nous avons instaurée ici, de parler un peu de paracha, de la paracha de la semaine. Avec le mot de la paracha, ce matin nous avons le plaisir de recevoir Yair Ochner. Il ne veut pas qu'on l'appelle Rav, mais en tout cas il a suffisamment de connaissances pour nous enrichir et nous enrichir sur une paracha qui n'est pas facile, hein, une paracha qui, ne serait-ce que par son intitulé, renferme on veut dire toute la complexité en fait des mitzvot, de savoir si les mitzvot on doit les faire, les remplir, les pratiquer parce qu'on les comprend ou parce qu'on ne les comprend pas. Choukat, c'est le nom de la paracha de la semaine. On a commencé cette émission tout à l'heure en parlant de la justice israélienne, de la lenteur de la justice israélienne, la décision d'inculper Sarah Netanyahou. Et là, on va parler aussi d'une forme de loi, mais tout à fait particulière. De quoi s'agit-il ? Alors, exactement comme vous l'avez introduit, la parashat Choukat démarre avec une des lois les plus obscures, les plus cryptiques, on va dire comme ça, de la Torah, qui est la loi de la vache rousse. Oui. La loi de la vache rousse, alors juste pour rappeler de quoi il s'agit, alors d'abord il faut savoir que la Torah brasse des notions qui sont comme les notions de pureté et d'impureté, de Touma et Tahara en hébreu. Alors, qui sont en fait, c'est difficile à définir parce que c'est une notion dans laquelle nous ne sommes plus très sensibles aujourd'hui. Aujourd'hui, personne n'est sensible. C'est encore plus difficile maintenant qu'à l'époque. À l'époque, éventuellement, peut-être on peut imaginer qu'il y avait une sensibilité à ces statuts-là, mais en tout cas, aujourd'hui, on n'est pas sensible à ça si on est pur ou impur. Et en fait, de quoi il s'agit ? Touma et Tahara, d'abord, la première chose que je pense qu'il faut préciser à propos de la Touma et de la Tahara, c'est qu'il n'y a pas dans être pur ou être impur de connotation morale. Et il n'y a pas d'implication morale. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a fait quelque chose de mal qu'on est impur ou qu'on a fait quelque chose de bien qu'on est pur. Ça n'a rien à voir avec l'état moral de la personne en question. Ce sont des statuts spirituels qui ont lieu pour des raisons qu'il faudrait probablement plus que 15 minutes pour pouvoir expliquer. Mais ce sont des choses que, par exemple, je vais donner deux exemples très clairs, que par exemple, on peut être impur alors qu'on a fait des choses qui sont peut-être les plus belles choses à faire dans l'existence. Par exemple, une femme qui accouche. Oui. Une femme qui accouche est impure pendant un certain temps après son accouchement, et je pense qu'on peut se mettre d'accord que pour la Torah, au moins, en tout cas, et pour beaucoup de gens, mettre au monde un enfant, c'est peut-être la chose la plus belle qu'on peut faire une des choses les plus belles qu'on peut faire dans notre existence. Et de la même façon, pour la Torah, parfois, se rendre impur est une mitzvah. Le cas très classique d'un proche décédé, ou de quelqu'un qu'on trouve, ou d'un décédé qu'on trouve sur la route et que personne n'est là pour l'enterrer. Il faut se rendre impur pour pouvoir accomplir la mitzvah de l'enterrer. Donc ça devient une obligation d'être impur. Donc il n'y a là aucune connotation morale. On est impur ou on est pur dans certaines situations. Et le grand principe de l'impureté, le premier principe de l'impureté est lié à la mort. Comme on vient de le dire. Et donc, quelqu'un qui rentre en contact avec un mort ou qui est dans un espace fermé avec un mort est impur. Et le processus de la vache rousse, c'est exactement de ça que ça parle. Le processus de la vache rousse, la loi de la vache rousse, explique comment on est extrait de cette impureté. C'est-à-dire que le processus est extrêmement étrange. Il se passe plus ou moins comme ça. On prend une vache rousse, c'était des processus qu'on ne faisait que quand il y avait le temple. Aujourd'hui, ils ne sont plus pratiqués. Oui. Et on prend une vache rousse complètement rousse, qui n'a jamais travaillé, qui est intègre, c'est-à-dire qu'il ne manque aucun membre. On l'abat selon l'abattage rituel de la shrita. On la brûle complètement et on mélange ces cendres à de l'eau et on asperge cette eau mélangée à ces cendres-là. L'homme en question, qui est l'homme ou la femme qui est impur, par contact avec un mort, et de ce processus, il devient pur. Extrêmement étrange et très obscur pour nous. On ne comprend pas de quoi exactement il s'agit. Et c'est encore plus obscur, c'est que
elle rend impurs les purs. Exactement, ça c'est vraiment C'est encore plus compliqué. la grande complexité, c'est cela qu'évoquent les commentateurs, c'est que celui qui est sujet au rituel devient pur, et celui qui pratique le rituel, Voilà. c'est-à-dire le prêtre, le Cohen en question, lui devient impur. Donc il rend pur les impurs et rend pur les, Alors là, et on rend n'y pur les comprend purs. plus rien. Et là, on n'y comprend plus rien. Alors, je ne suis pas venu expliquer la vache rousse, mais en tout cas, moi, de mes souvenirs de l'école juive, je me souviens être sorti de l'école juive en me disant, voici, c'est le preuve, l'archétype, on va dire le symbole même de l'incompréhension, de l'irrationalité des mitzvot, et que l'on fait parce qu'on les fait, et sans pour plus de raisons. Et au contraire, souvent, on pouvait avoir l'impression qu'on est exactement très fier de faire sans rien comprendre. Et cela, moi, m'a posé une question pendant très longtemps. Oui. C'est que toute la vie juive est parsemée d'études, d'essayer de percer le mystère, d'essayer de s'approcher un peu plus de la source, d'essayer de comprendre de quoi il s'agit. Et tout d'un coup, quand on arrive ici, tout d'un coup, et c'est suivi surtout par le Midrash, en fait. C'est-à-dire que le Midrash évoque cette dimension et dit c'est-à-dire que on évoque la vache rousse comme quelque chose, un décret royal, que les raisons du roi sont les raisons du roi. De notre point de vue, c'est complètement aléatoire. Mais finalement, la réponse qui est avancée, elle est relativement compréhensible. C'est-à-dire de dire que notre intelligence a certaines limites à comparer avec l'intelligence divine, et qu'il y a des choses que l'on peut comprendre et des choses que l'on ne peut pas comprendre. C'est vrai que alors, tout à même fait. Einstein l'avait reconnu. Quoi, alors, tout à fait. Si ce n'était pour seulement mettre en valeur la limitation de notre esprit et de notre logique, je trouve que ça a du sens, et je pense que n'importe qui porte... c'est le socle de l'Aïmouna, en voilà. fait. Hein. Mais il n'empêche que tout d'un coup, on a l'impression de se retrouver devant quelque chose d'aléatoire. Et c'est dérangeant, puisqu'on est en permanence en train d'essayer de comprendre. Alors, tout d'un coup, ça, on est très content de ne pas comprendre. Et ce midrash, pour moi, était en tout cas un petit peu obscur. Alors, pour essayer de comprendre ça un peu plus, d'abord, la première chose qui, moi, m'a frappé quand j'ai commencé mes études à la Yeshiva, il y a plus de 7-8 ans de cela, c'est que, en fait, quand on ouvre les commentateurs du Moyen-Âge, eh ben, en fait, ils ont essayé de donner des explications de la vache rousse. Ils ne sont pas arrêtés à cette idée que la vache rousse est incompréhensible et très bien que c'est comme ça. Au contraire, ils ont essayé de donner des explications, des symbolismes qui sont plus ou moins convaincants. Et il y a beaucoup de travail là-dessus. Notamment, Sforno a une très longue paragraphe, contrairement à son habitude d'écrire très court. Il a un très long paragraphe sur l'idée de la vache rousse, le Ramban également. Et je suis persuadé qu'il y en a encore beaucoup. Mais la Torah n'a pas interdit de chercher. Elle a interdit. Elle a dit, ce sont des trucs, des raisons, des rocs, des lois qui ne sont pas obligatoirement compréhensibles. Elle n'a pas le fait de chercher. Oui, alors très bien. Alors traditionnellement, on fait la différence entre deux types de lois qui sont roc et mishpat. C'est quelque chose qu'on dit traditionnellement dans ce contexte-là. C'est-à-dire que, alors de quoi il s'agit justement ? Quelle est la différence entre roc et mishpat ? C'est-à-dire que mishpat, il s'agit d'une loi dont la raison pratique est évidente. Qu'est-ce que je veux dire par la raison pratique ? Ça veut dire que quelqu'un de normalement constitué, il y aurait pu y penser tout seul. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que ne pas tuer, ne pas voler, tout celui qui veut établir une société et maintenir des relations correctes entre les gens qui vivent dans cette même société comprend que ne pas tuer, ne pas voler sont des lois qui permettent à la société de fonctionner. Respecter ses parents, on peut comprendre de quoi il s'agit. Il y a beaucoup de mitzvot comme ça, énormément de mitzvot, dont la raison pratique est évidente, c'est-à-dire que on aurait pu y penser tout seul, on n'avait peut-être pas besoin de la Torah pour ça. Et puis il y a des chocs, qu'est-ce qu'on appelle chocs, et notamment l'histoire de la vache rousse, mais il y a aussi par exemple Shahatnez, l'idée de l'interdit de s'habiller avec des habits qui se mélangent le lin et la laine, très étrange. L'idée de Knesset, c'est un choc, c'est-à-dire on n'aurait pas pu y penser tout seul. A posteriori, on peut y trouver du sens. A posteriori, on peut y chercher, mais a priori, il était impossible, je pense que personne, aujourd'hui en tout cas, n'est capable de se dire « Ah, je vais toucher un mort, alors il faut que je m'asperge avec de l'eau d'une vache rousse brûlée. » Rituellement, ce n'est pas quelque chose qui tombe sous le sens. Et de cela, on voit également aussi d'ailleurs un des très bons exemples, c'est l'idée par exemple, on dit de Chukat Hagoïm, c'est-à-dire que l'interdit d'imiter certaines pratiques ou habitudes des non-juifs, extrêmement intéressant. Les décisionnaires sont très clairs sur ce sujet, de dire qu'il ne s'agit pas d'imiter ou de ne pas imiter les non-juifs, il s'agit de ne pas pratiquer les pratiques qui sont insensées, où il n'y a pas de raison évidente pour laquelle ils le fassent. Mais sinon, les choses normales, comme par exemple certains décisionnaires évoquent l'oraison funèbre, certains évoquent la prière, évoquent la bat mitzvah même, dans une tchouva très connue du Sri Desh,
que par exemple, les fêtes, une fête de communion, ou la bat mitzvah chez nous pour les filles, selon le Sri Desh, extrêmement bénéfique. Ils le font pour attacher leurs jeunes filles à leur religion. Et nous, on ferait bien de faire pareil, puisque c'est Oui. assez intelligent. Donc, en fait, est-ce qu'on nous demande, en évoquant cette histoire de rock, c'est-à-dire en évoquant quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, on ne nous demande pas de ne pas chercher. Alors, quelle dimension? C'est-à-dire qu'à posteriori, au contraire, la recherche est bénéfique, comme on dit. Mais simplement, la raison pratique première est, elle, obscure. Alors, quel intérêt ont ces genres de lois? Quel intérêt ont ce genre de lois? Je pose la question. Et alors, il faut revenir, je pense, à quelque chose de plus structurel, c'est-à-dire que il y a le Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, le Nativ, dans son commentaire sur la Parashat Noach, évoque que le monde est reconstruit après le déluge par les 3 fils de Noach, Shem, Ham et Yafet. Et il dit que Noach avait probablement d'autres enfants, mais ils n'ont pas été évoqués. Il dit pourquoi ces 3-là ont été évoqués. Il dit parce qu'ils représentent des dimensions structurelles de la typologie des gens. C'est-à-dire qu'il y a, dit le Nativ, il y a 3 types de gens qui ont 3 types de fonctionnement différents. Le premier type, c'est Ham. Le premier type, c'est Ham. Ham, qui vient comme le mot l'indique en hébreu, ça veut dire chaud. Qu'est-ce que ça veut dire chaud? C'est-à-dire que le Nativ explique que Ham, il s'agit des gens qui sont des gens qui viennent de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils viennent de la terre? Ça veut dire que leur fonctionnement se fait en fonction du mécanisme biologique direct. Il n'y a pas d'instant de réflexion entre l'action et la réaction. On fonctionne selon notre biologie. Exemple très simple, on ne réfléchit pas en mangeant. On mange par instinct, on mange parce qu'on a besoin de manger. C'est des choses qui sont inscrites en nous de façon biologique, des choses qui sont inscrites en nous de façon naturelle. Et il n'y a pas là on ne pense pas à la raison, on ne réfléchit pas à la raison pour laquelle on fait cette chose-là. On le fait parce que c'est naturellement. Naturellement, notre corps est fait pour fonctionner comme ça. Et ça, c'est les types de Ham. On voit par exemple, dans certaines situations, on a tous cette dimension-là en nous. Dans certaines situations, les situations de danger, les situations de combat, par exemple, on réagit à l'instinct. On réagit à l'instinct, on ne réfléchit pas. On fait les choses quand on lève sa main, quand notre corps bouge, on ne pense pas à comment notre corps bouge, on ne pense pas aux raisons auxquelles on fait les choses de façon naturelle. Ça, c'est un premier type. Un deuxième type, c'est Yafet. Alors Yafet, dans la tradition, se réfère à la Grèce. Oui. Et l'ancêtre de la Grèce se réfère au logos, à la raison philosophique. C'est-à-dire que ça, c'est une deuxième type de motivation, si on veut, une deuxième type de personne qui fait les choses pour des bonnes raisons. Pour des raisons qui me semblent logiques de faire comme ça. On évoque... Et ça, c'est le type du mishpat, si on veut, comme ça, par exemple. Le type du mishpat, faire des choses pour un certain nombre de bonnes raisons. Un certain nombre de bonnes raisons. Par exemple, un des premiers, ça c'est très intéressant, le Midrash évoque ça à propos d'Yafet, un des premiers signes, selon les anthropologues de la civilisation, c'est d'enterrer ses morts. Oui. Et d'enterrer ses morts. Alors, pourquoi les gens enterrent ses morts? C'est là où on commence, à la raison pratique, la raison directe, la raison biologique, commence à s'estomper. Oui. On fait des choses, on a trouvé des bonnes raisons pour le faire, mais il a fallu un instant de réflexion pour le faire. Il a fallu se poser la question, pourquoi je ferais une chose comme ça? Il a fallu se donner une raison philosophique, et c'est pour ça que Yafet se représente au logos. Mais le souci de cette raison, c'est que c'est une raison morte. Et c'est-à-dire que c'est une raison morte, c'est une raison impersonnelle. Il s'agit d'un esprit pur, un esprit abstrait, qui contemple la réalité et décide que ces choses sont bien d'être comme ci, c'est bien d'être comme ça devrait être comme ça. Et selon un certain ordre contemplé, on agit. Et le troisième type, c'est le type de Shem. Le type de Shem, comme son nom l'indique, Shem veut dire non. Non. Donc ça veut dire que Shem pratique ce qu'il fait, Shem agit dans le monde au nom de quelqu'un. Pour le nom de quelque chose. Et là, c'est très différent et c'est aussi, pour le coup, un peu obscur. Et alors, de quoi il s'agit? De donner un exemple très simple. Un exemple très simple, je pense, du quotidien de tout le monde. Mettons un mari aléatoire qui fait la vaisselle chez lui. Il fait tous les soirs la vaisselle. Ça, c'est pas évident fixe. Pour tout le monde. Hein. C'est pas évident pour tout le monde, mais mettons quelqu'un. Mettons quelqu'un comme ça. Et qu'un jour, il s'arrête un instant pour se poser la question, pourquoi est-ce qu'il fait la vaisselle tous les jours? Et alors, en premier lieu, il va se dire, c'est très simple, j'aimerais bien que la cuisine soit propre, qu'on a un plan de travail libre pour pouvoir faire. C'est-à-dire qu'il va s'inventer beaucoup de raisons, il va se dire beaucoup de choses. Mais finalement, il va se dire, mais si c'était comme ça, alors peut-être que je ferais la vaisselle qu'une fois de temps en temps, une fois par semaine, une fois quand c'est obligé, quand il n'y a plus le choix et que la cuisine déborde d'assiettes sales. Mais très vite, ce mari-là se rend compte que, en fait, il le fait pour aider sa femme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que finalement, la motivation profonde qui le pousse à faire ce qu'il fait dans la manière dans laquelle il fait, c'est pour sa femme. Et même si il y a a posteriori une flopée de bonnes raisons pour laquelle il faudrait faire la vaisselle tous les soirs, il l'a fait dans cette forme-là pour elle. Et donc, il semble que pour la Torah, c'est la forme la plus élevée d'action. C'est-à-dire que il y a l'action directe biologique, il y a l'action
qu'on pourrait déterminer comme philosophique, c'est-à-dire qui se justifie par une raison, Et et puis il y a l'action pour quelqu'un. Pour Il y a l'action pour l'autre, l'action altruiste. Et donc le rock, en fait, et ce que le commentateur précise, c'est qu'en fait, dans toute mitzvah, il y a un peu de rock et un peu de mishpat. Oui. Dans toute mitzvah, il y a un côté qu'on peut comprendre par pratique ou par philosophie, il y a un côté qu'on ne comprend pas, et ce côté qu'on ne comprend pas n'est pas là pour réveiller l'esprit du petit soldat, l'esprit de l'homme l'esprit de la personne qui fait les choses sans réfléchir, et qui fait les choses par habitude ou par pure obéissance, mais qui fait les choses par amour de celui qui lui a demandé de les faire. Comme le mari qui fait la vaisselle par amour de sa femme, parce il sait que ça lui fait plaisir d'avoir une cuisine propre. De la même façon, la recherche de la Torah, de l'attitude de pratique des mitzvot, ce n'est pas une recherche mécanique de gens qui font des choses par habitude, ni une recherche d'une chose instinctive, c'est une recherche de gens qui font par amour de celui qui a demandé. Et donc l'étude a posteriori, après que le rock ait réveillé cette dimension-là, c'est en fait rechercher les raisons pour lesquelles on nous a demandé ça, ce qui nous prouve que celui qui nous demande ne cherche pas notre malheur. Ouais. Et c'est de la même façon que celui qui Celui qui nous l'a demandé cherche tout de même une forme d'expression de proximité. C'est-à-dire il veut qu'il y ait une autre relation, une autre forme de relation que la relation de compréhensive, de logique, de compréhension logique à ce qu'il a ordonné. C'est tout à fait exact. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à établir en nous un mécanisme, on va dire, de soldat, contrairement à l'ordre, le commandement qui met de la distance entre celui qui commande, qui établit une distance entre celui qui commande et celui qui accomplit. Il y a la mitzvah un second sens qui est le mot de tzavta, qui est le mot d'équipe, ou si on veut dire de tsevet, d'être ensemble. C'est-à-dire que la mitzvah rapproche celui qui a demandé à faire, et là on peut rentrer dans ça plus comme une demande et pas une exigence, et celui qui accomplit. Et c'est ça l'idée de Shem, et c'est ça l'idée de Chok, c'est-à-dire qui permet, contrairement à réveiller chez nous le petit soldat, de réveiller celui qui fait pour l'autre et pour son bien, tout en sachant que l'étude nous permet de découvrir pourquoi c'est pour le nôtre aussi. Eh bien, Yair Ochner, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cet aspect de la paracha. C'était très intéressant. On aurait pu discuter encore longtemps, mais enfin, le temps qui nous est imparti est terminé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, d'être venu dans notre studio et Shabbat Shalom. Merci beaucoup d'avoir été. Shabbat Shalom.